Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour les 720 eurodéputés chargés de représenter les citoyens de l'Union européenne. Le nouveau Parlement européen est constitué, le constat est là, la droite est majoritaire. Un nouveau paysage politique est en train de se dessiner au sein du Parlement européen où l'extrême droite s'impose de plus en plus. En Espagne, en Finlande ou en Belgique, les listes de gauche obtiennent de bons résultats. Mais pour le moment, cela ne suffit pas à contrebalancer la montée de l'extrême droite. En France, le parti du président Emmanuel Macron est arrivé derrière le Rassemblement national qui a enregistré un chiffre record, un taux de plus de 31%. Suite à cette victoire du RN, annonce choc d'Emmanuel Macron, l'Assemblée nationale a été dissoute. Le premier tour des législatives anticipées se tiendra le 30 juin, le second se tiendra le 7 juillet. Quel bilan peut-on faire de ces élections européennes? Quelles répercussions politiques auront-elles au niveau des États membres? Et quelles sont les prochaines étapes? On en parle ce soir avec M. Zakaria Aboudahab. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir. Bonsoir Madame Khamlichi, merci encore une fois de l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Avec nous également Madame Leïla Fethi. Vous êtes professeure de droit à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Avec nous également Monsieur Mehdi Liwa. Vous êtes sociologue et doyen de l'Institut d'études politiques à l'UIR de Rabat. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. On va commencer par un tour de table et on va commencer par parler de ce scrutin. Donc, quelles sont les réactions au lendemain de ces élections? Je commence avec vous, Madame Fethi. Alors, il y a deux lectures qu'on pourrait adopter par rapport à ces résultats. Une qui est l'étonnement, parce qu'il y a quelques jours à peine, on était en train de célébrer le 80e anniversaire du débarquement, et donc on avait un petit peu ce retour à justement un symbole national. Et puis là, le non-étonnement, parce que c'est aussi un mouvement que l'on voit apparaître et qu'on a vu se développer dans plusieurs autres États européens, et qui aurait pu être anticipé, qui aurait pu être évité, mais voilà, on en est dans la situation où on en est aujourd'hui, avec beaucoup d'incertitudes et de questions qui restent à voir comment est-ce qu'elles vont être répondues. Beaucoup d'incertitudes. Monsieur Aboudahab, que retenez-vous de ce scrutin? Je retiens d'abord que, quand bien même on peut toujours faire des conjectures et imaginer des scénarios, il y a toujours des impondérables, des surprises, etc. Mais la tendance, je crois, lourde était là. C'est-à-dire des indices qui révélaient quelque part que, on va dire, une certaine majorité aimerait voir s'établir en France notamment. On parle bien entendu des élections européennes, une certaine alternance. Cela est d'une part, et puis d'autre part, j'ai même remarqué ces derniers jours une sorte de, une certaine étoile montante du point de vue politique. C'est M. Bardella. Quelque part, on le trouve, sans le vouloir, sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, il monte comme ça, en train de croquer des choses. Et finalement, c'est une figure qui aujourd'hui, à mon sens, devient quelque chose d'intéressant à examiner du point de vue de la sociologie électorale en particulier. Mais ce qui est à retenir aussi, à mon sens, c'est évidemment les scores sont très exceptionnels. Il a presque doublé la mise. Et moi, je crois que du point de vue du choix, c'était intelligent de la part de Mme Le Pen qui avait proposé que M. Bardella soit le secrétaire général ou le président du Rassemblement national avec changement de dénomination. Participation relativement plus élevée par rapport à 2019, je dis bien toute proportion gardée, et encore plus importante que par rapport à 2014, quoique il y a un taux d'abstention très important. Cette majorité silencieuse, où est-elle? Qu'est-ce qu'elle va faire aujourd'hui, à la suite de l'invitation de M. Macron, qui, par décret, avait dissous l'Assemblée nationale avec les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée... il a dissous l'Assemblée nationale? Exactement. Et puis ces élections annoncées pour le 30 juin et le 7 juillet. On va donc suivre l'évolution des choses. On va suivre l'évolution. Cette majorité silencieuse va peut-être réagir lors de ces scrutins. Monsieur Aliwa, quel bilan faites-vous de ce scrutin? Alors un peu comme mes collègues, à la fois surpris, en même temps pas surpris, parce que c'était annoncé. Donc on savait bien, on voyait bien dans tous les sondages d'opinion qu'il y avait cette montée.
Moi, je suis plutôt sociologue, donc je ne m'intéresse pas spécifiquement aux questions de sociologie électorale, mais plutôt aux questions de société au niveau non seulement de l'évolution démocratique, des mouvements sociaux ou des questions des États-nations qui se transforment avec la mondialisation. Et ce qu'on voit ici apparaître, c'est un paradoxe, puisque nous sommes face à une montée partout de l'extrême droite, donc d'un nationalisme identitaire, mais dans des élections européennes. Alors que l'Europe, pour toutes les extrêmes droites européennes, c'était, si vous voulez, un petit peu le mal du moment, c'était les mondialistes, droits de l'hommiste, libéraux, etc. Tout ce qu'on critiquait de l'Europe, pourtant, ils se sont bien positionnés, et c'est le cas aussi du Rassemblement national, ex-Front national, qui a toujours été anti-européen, et qui aujourd'hui, finalement, trouve dans l'Europe un autre modèle, et c'est ça l'évolution en cours, c'est ça qui doit être inquiétant. C'est peut-être de vouloir faire une Europe, entre guillemets, civilisationnelle ou identitaire, au sens où elle serait blanche et chrétienne, héritier d'un certain 19e siècle, qui est le siècle de la colonisation, le siècle de la domination des femmes qui n'ont aucun droit ou pratiquement aucun droit. Et donc, ce fantasme d'un retour en arrière, c'est d'un point de vue, nous ici, du sud global, ou de l'autre côté de la Méditerranée, si vous préférez, ça doit nous interpeller, parce que ce sont des projets de société qui sont en fracture à l'intérieur de l'Europe, mais aussi avec le reste du monde. Et des partis de l'extrême droite qui trouvent aujourd'hui leur place, en tout cas au Parlement européen. Mais avant de continuer sur ces résultats qu'on va analyser ensemble plus tard, un peu de pédagogie. Et je commence avec vous, Monsieur Abou-Dahab. Donc, un mot sur cette répartition des 720 sièges au Parlement européen. Quels sont les critères utilisés pour déterminer le nombre de sièges ? C'est le critère démographique, fondamentalement. C'est un peu à la proportionnelle, en fonction de la taille démographique d'un pays. Vous prenez l'Allemagne, vous prenez la France, il y a une densité démographique assez importante, la Pologne également, et donc c'est une répartition à la proportionnelle. Deuxièmement, il faut dire que, de ce point de vue, l'évolution des institutions européennes en fait que seul le Parlement étant l'organe élu, comparativement à la Commission européenne, le Conseil de l'UE, le Conseil européen, ainsi que d'autres instances comme la Cour de justice de l'Union européenne. C'est quand même un nombre important, des élections qui, à mon sens, aussi reflètent une certaine dynamique politique, sociologique et autres. Et puis, évidemment, on a vu sur le plan de la répartition, parce que pour constituer un groupe parlementaire au sein du Parlement européen, il faut avoir minimum 23 élus. Et donc, c'est eux qui vont constituer un groupe parlementaire. Par la suite, donc on parle de formation, évidemment, on peut toujours conjecturer sur les alliances potentielles, je ne sais pas, les conservateurs qui pourront rejoindre le camp de la droite nationaliste, et j'en passe, les écolos qui peuvent également faire alliance avec les socialistes, les démocrates, etc. Le renouveau, d'ailleurs, on a vu comment le parti de M. Macron, en fait, le groupe qui pratiquement dépassait les 80 eurodéputés, a dégringolé de façon assez remarquable. Donc finalement, pour vous dire que essentiellement, c'est le critère démographique. Cela me rappelle les bâtons mis contre l'adhésion de la Turquie, parce que la Turquie aussi, c'est une puissance démographique. Donc à un certain moment, au-delà de l'islamophobie, on ne voulait pas aussi laisser un pays important avec une force démographique avoir beaucoup de représentants au sein de l'hémicycle, donc le Parlement européen. Donc, ce qui fait que, essentiellement, c'est par rapport à ce critère-là qu'on définit le nombre des eurodéputés. Il faut ajouter une chose, il faut toujours revenir au règlement intérieur. Bon, il y a le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais il y a le règlement intérieur qui répartit donc le nombre des sièges. Et en même temps, il faut dire que le Parlement européen, c'est une super machine avec énormément de commissions. Là, je pense que le nombre, ça dépasse les trentaines, y compris une commission qui nous intéresse, nous, en tant que Marocains. C'est la commission droits de l'homme et affaires étrangères. Nous pouvons peut-être y revenir avec les chers collègues. Donc, on l'a retenu, le critère avant tout démographique. Et comment cette répartition actuelle influence-t-elle aujourd'hui la représentation des États au Parlement ? Ben, évidemment, vous savez, le Parlement européen, de par les attributions qu'il tire directement et du traité, mais également des textes subséquents, parce que généralement, dans les catégories à l'usage
on parle du droit primaire, fondamental, originaire de l'Union européenne, donc les traités fondateurs. On parle aussi du droit dérivé, qui est celui de la pratique subséquente. Donc, c'est un Parlement qui a certes évolué, mais quand on sait, surtout à partir de 1979, notez que le Parlement, depuis cette date, est élu sur la base du suffrage universel direct. Donc, il a une certaine légitimité démocratique, il peut activer la clause de conditionnalité à l'égard des États tiers, etc. Il est co-législateur, il vote le budget, entre autres choses. Il peut même suspendre des accords extérieurs conclus par la Commission européenne, avec évidemment le Conseil de l'Union européenne. Donc il a quand même pas mal d'attributions, et puis il y a des prolongements. Je prends une chose importante. Vous prenez l'initiative citoyenne, qui a été instaurée par le traité de Lisbonne, 2007, entrée en vigueur en 2009. Ça veut dire que 1 million de citoyens de l'Union européenne, mais représentatifs, de beaucoup de... J'ai oublié de vous dire que pour constituer un groupe, il faut 23 eurodéputés, mais de 7 pays de l'Union européenne. Ce n'est pas un seul pays. Pour constituer un groupe. Vous voyez, ça, c'est entre parenthèses. Donc, je reviens à l'initiative citoyenne. 1 million peut présenter, par exemple, des pétitions. Vous imaginez la force d'action du Parlement européen. C'est la raison pour laquelle je crois que les États, les citoyens de façon générale, prêtent une attention assez particulière à cette institution très importante qui est dépositaire, on va dire, de la clause de légitimité démocratique des institutions européennes. Vous avez abordé la force du Parlement européen, le fait qu'il décide aussi des budgets qui vont être débloqués. Madame Fethi, pour rester dans la vulgarisation, un petit peu dans la pédagogie, quel est le rôle essentiel du Parlement européen aujourd'hui ? Alors le Parlement, c'est une instance de concertation, de discussion. Donc c'est là où vont avoir lieu tous les débats qui vont ensuite animer et nourrir les politiques européennes. Donc évidemment, vous l'avez bien mentionné, il y a des commissions qui, nous, Marocains, nous intéressent particulièrement. Et même si le Parlement ne vote pas directement pour des directives ou des législations relatives à la politique extérieure ou alors aux droits de l'homme, mais en tout cas, il peut ajuster la nature des débats. Et là, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vu qu'il y a en fait ces tendances d'extrême droite d'un pays à l'autre, ce que vous avez mentionné effectivement, la possibilité de créer des pétitions, la possibilité aussi de relayer certains discours, certains narratifs, peut avoir un impact assez significatif sur la manière dont ces politiques, qu'elles soient étrangères, D'ailleurs, la plupart des débats qui ont animé les élections, c'était notamment l'immigration, la politique, l'écologie, voilà. Enfin, il y avait aussi cette question de suprématie de l'Union européenne qui était remise en cause. Ça, c'était des acquis pour l'Union européenne. Aujourd'hui, tout ça peut être revu, on peut rejouer les cartes, et donc c'est ça la force et aussi la particularité de cette victoire du Rassemblement national, parce que justement, ça redonne un acteur supplémentaire à un narratif qui est porté par plusieurs petits autres acteurs. On en avait déjà discuté, mais par exemple, en Autriche, il y a eu des coalitions qui ont été faites. D'ailleurs, peut-être, ça va être à l'issue de ce résultat, il y aura des coalitions. Donc, dans tous les cas, il y aura des portes d'entrée pour pouvoir influencer la manière dont le débat sera porté. Et ça, c'est très intéressant par rapport à la culture politique et juridique française, parce que l'Union européenne n'a jamais vraiment été acceptée. Il y a eu une sorte de forcing avec des individus ou des groupes qui essayaient de justifier, de légitimiser le bien fondé de cette Union européenne. Donc c'est là où il y a une scission de mentalité, on pourrait dire, entre ceux qui croient au projet européen et ceux qui n'y croient pas et ceux qui veulent le voir complètement détruit et effacé. En tout cas, des acquis, on retiendra qu'il y a des acquis qui peuvent aujourd'hui être remis en cause et tout qui peut être chamboulé dans les semaines qui viennent. Alors, ça, c'est bien sûr en surface. Mais il n'est dans aucun cas l'intérêt de la France, du Rassemblement national, aussi de faire table rase surtout. Parce qu'il y a aussi des intérêts. Donc, d'ailleurs, la manière dont le débat a été mené, il s'est axé sur des points précis, sur l'immigration. Donc là, il y a eu le pacte sur la migration qui vient d'être adopté. Donc, il pourrait peut-être revoir ça. Bon, en tout cas, ça les a arrangés. On pourrait dire que ce qui a résulté les a arrangés, mais on pourrait voir justement peut-être une exacerbation de ce genre de politique-là. Mais néanmoins, le Rassemblement national, ça reste un parti extrême. Et les extrêmes, ça négocie pour leurs propres intérêts. Ce n'est pas vraiment des anarchistes qui vont vouloir faire effacer le système. Ils vont justement
faire en sorte que le système... Tirer profit du système. Exactement. Une fois qu'ils sont en place. En tout cas, c'est une analyse qui pourrait être... Très bien. Très bien, très bien. Et je reviens vers vous. Donc, Monsieur Liwa, quelles sont aujourd'hui les prochaines étapes Les étapes au niveau... pour les élections, après ces élections européennes? Au niveau de l'Europe? Oui, au niveau de l'Europe. On va voir se constituer les groupes parlementaires. Donc, ils sont déjà prédisposés selon un langage européen, parce que ce n'est pas la même chose si on est en Allemagne, si on est en France ou si on est en Finlande. On ne dit pas de la même manière les noms des groupes. Donc là, ils sont autour de groupes. Ce qui est sûr, c'est que ça ne change pas grand-chose parce que ça reste le groupe dit conservateur, c'est-à-dire la droite classique, qui continue à dominer. Donc, je n'imagine pas que, en tout cas, les observateurs plus aguerris que moi sur la question que j'ai lue ou écoutée depuis hier, enfin des collègues européens, n'imaginent pas qu'on aurait demain un groupe cohérent d'extrême droite. Parce que ce sont des traditions différentes d'extrême droite. Ils viennent de pays différents avec des traditions différentes. Donc ils peuvent se retrouver sur certains points. Donc certainement que sur certains points, ils vont être ensemble. Mais de là à faire un groupe, et même ensemble, de toute façon, ils n'atteignent pas le nombre des conservateurs. Et donc les conservateurs, s'ils s'allient avec les centristes, qu'on appelle aussi libéraux centristes, certainement... qu'il n'y aura aucune chance que l'extrême droite brille. Après, on peut imaginer, mais moi, là, je n'ai aucun indicateur qui me le montre, que les conservateurs s'allient avec l'extrême droite nationaliste identitaire, mais je ne pense pas. Ce qui est sûr, ce qu'on vient de voir, c'est un recul de la démocratie libérale. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et ce n'est pas en France, ce n'est pas en Allemagne, ce n'est pas en Europe, c'est mondial, hein, on le voit un peu partout. La notion de démocratie libérale, celle où il n'y faut pas un chef pour prendre des décisions qui s'imposent à tout le monde, mais il faut des contre-pouvoirs, il faut des alternances, il faut discuter, il faut accepter de négocier, de chercher aussi un consensus. Cette démocratie-là, et aussi une démocratie... On peut dire qu'elle est menacée, cette démocratie, aujourd'hui? En tout cas, dans la société, il y a une demande, parce qu'elle est menacée, c'est compliqué les processus politiques, mais dans la société, il y a une demande... Idéologiquement parlant, c'est évident. Il y a une demande de chef, de leader, de simplifier les choses. On ne veut pas de débats compliqués, on veut des certitudes et on veut surtout que ceux qu'on imagine être le groupe ethnique majoritaire, parce que c'est une construction aussi, hein, c'est imaginaire, mais on imagine qu'il y a un groupe ethnique majoritaire, soit protégé contre des minorités qui troublent les choses. Et elles sont citées, ces minorités, les féministes, donc les femmes, mais les féministes en particulier, les minorités sexuelles, les étrangers, les musulmans. Et donc on ne parle que de ça. On ne parle que de questions de la peur du genre ou de la théorie du genre, ou la soi-disant théorie du genre, la peur de l'invasion des Africains, alors que les Africains, Maroc compris, Afrique du Nord compris, sont ceux qui migrent le moins en Europe. Mais si vous demandez à n'importe quel Européen, il vous dira oui, c'est les Africains qui débarquent. Donc on a une peur panique, une panique morale, certains disent, dans les sociétés, et on a une demande de chefs qui feront fi des droits humains. Voilà, donc on comprend bien qu'on ne peut pas mener les politiques exactement que veulent les populistes parce qu'il y a des garde-fous. Et donc ces partis-là veulent faire sauter ces garde-fous. Et ça, c'est vrai que c'est dangereux. Et juste l'État français, je conclue juste là-dessus, nous montre bien qu'il y a un problème, puisque des élections européennes ne devraient pas concerner directement la politique intérieure française, qui est une politique souveraine. Et parce qu'il y a eu des résultats européens, on décide de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui est quand même quelque chose de symboliquement complètement fou. C'est comme si, je ne sais pas, il y a un match, la France perd à la Coupe du Monde. On va parler de la liaison. Va on va parler de la liaison entre ces deux événements tout à l'heure. Mais en tout cas, on revient à ces acquis qui sont remis en cause aujourd'hui, des libertés qui ont été gagnées sur plusieurs années. Et là, on pourrait commencer peut-être à faire marche arrière, on ne sait pas, au vu de la situation qui est en train, en tout cas, de se dérouler. Monsieur Abou-Dahab, comment expliquer cette montée de l'extrême droite aujourd'hui? Ce virage vers la droite, pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs schémas explicatifs. Parfois même, on parle de vote sanction. Parfois, vous avez des votants qui, lorsqu'ils choisissent un tel camp, ne le fait pas par conviction profonde, mais tout simplement pour sanctionner le gouvernement en place, parce qu'il a perdu son emploi ou, en tout cas, il est déçu. Donc, il y a plusieurs considérations, mais il est clair que, en tout cas, à l'époque du Front National, de M. Le Pen lui-même, le fondateur,
Il parlait de lui beaucoup et je m'en souviens à titre personnel lorsque, entre autres choses, les années, il me semble, pas 90, au-delà, quand M. Chirac avait été élu en tant que président. D'ailleurs, je pense que c'est lui qui avait introduit le quinquennat. Il y avait le septennat dans un premier temps. Le Pen, en 2002, il me semble, qui avait réussi le premier tour. Il devait affronter M. Chirac en duel et M. Chirac avait refusé. Évidemment, c'était une tactique aussi électorale afin de rallier les autres, y compris les socialistes. D'ailleurs, il était obligé de cohabiter avec Jospin, je pense que c'était en 97. Cette question de la cohabitation, on va l'expliquer, puisque parfois, et c'est le scénario le plus probable prochainement, c'est que M. Macron va être obligé de composer avec le Rassemblement national en tant que primature. Et vous pouvez imaginer le brouhaha qui va résulter au niveau de l'Assemblée nationale. C'était d'ailleurs les propos de M. Macron hier. Il avait dit que les moments sont graves, etc. et qu'il devait clarifier un peu la situation. Il se peut que ça soit une stratégie électorale. Il se peut que ça soit une manœuvre pour tirer le tapis sous les pieds. Il serait potentiellement possible de parler ici d'une tentative pour rallier les autres. Je ne sais pas, Mélenchon, qu'est-ce qu'il va dire à ce propos-là? Et on sait très bien la bagarre, les chamailleries politiques entre la France insoumise et le Rassemblement national. D'ailleurs, j'étais étonné de voir un certain Zemmour, il y a quelques jours, qui disait que Bardella, c'est un menteur, etc. Mais il n'a pas vu venir la vague. Et d'ailleurs, comme on le sait, c'est personne ne l'a vu venir, celle-ci. Reconquête avec Maréchal, etc., 5, quelque chose %. Même, c'est une relative force politique qui, elle aussi, va chercher à frayer une voie dans cette architecture. Donc, grosso modo, les facteurs sont pluriels, exogènes, endogènes. Mais quelque part, la société française, fracturée, elle est très clivée. Je pense qu'il y a une tension sociale, un malaise social, exprimé d'ailleurs, qu'on voit chaque jour à travers les masses médias, etc. La question de l'immigration, la question du terrorisme, l'islamophobie, etc. Mais je voudrais quand même rappeler, bon, après, le Parlement va constituer ses commissions, choisir un président, les vice-présidents. C'est extrêmement important. Le Parlement aussi fait de la diplomatie parlementaire. Donc, on peut toujours voir des groupes parlementaires ou plutôt des commissions qui vont venir quelque part enquêter, chercher, vérifier si, dans le cas de cette clause de conditionnalité, si le pays receveur respecte ou pas ses engagements. N'oublions pas, c'est important de le souligner sur le plan juridique et réglementaire, que le Parlement a une force de destitution de la Commission européenne. Vous voyez ? Son pouvoir aussi en tant que gardien de la démocratie, etc. Et puis, par ailleurs, le Parlement, il y a quelque temps, avait même donné l'accord de principe à M. Zelensky, le président de l'Ukraine, pour que l'Ukraine devienne membre de l'Union européenne à part entière. Vous voyez, donc politiquement, il a beaucoup de marge d'action. C'est un co-législateur, entre guillemets, surtout sur le plan du budget, mais il peut inspirer les lois. Il ne les édicte pas directement, mais je crois qu'au final, c'est une force politique importante aujourd'hui sur l'échiquier européen. Et puis, il y a des alliances qui se tissent aujourd'hui dans un monde globalisé, de crise en crise. On parle des crises polymorphes et les polycrises. Donc, ce qui fait qu'il y a plusieurs facteurs explicatifs de ce vote d'hier. De nouvelles alliances, en tout cas, qui vont se former certainement durant les semaines à venir. Madame Fathi, quel est l'impact de cette montée de l'extrême droite sur les politiques européennes ? Sur les politiques européennes, alors on l'a déjà dit, en fait, justement, ça va être soit que le débat n'avance pas, parce qu'on va revenir à chaque fois à ces mêmes thématiques et cette même rengaine de le problème, il n'est pas en Europe, il est ailleurs et l'Europe est une victime, donc sortons de l'Europe, la migration, etc. Mais j'aimerais juste rajouter à ce que le professeur Boudeheb disait que, en fait, ce résultat est lié aussi à cette polarisation du débat politique. Et on va avoir, encore une fois, une autre forme de polarisation du débat au niveau du Parlement, avec justement, soit on est pour ouvrir les frontières, soit on est contre, soit on voudrait agir contre le génocide à Gaza, soit en fait ça ne nous gêne pas, soit on veut agir en Ukraine ou pas. Donc là, cette polarisation explique en grande partie aussi le fait que ça a laissé une voie d'ouverture pour les extrêmes droites, et puis ça a fait éteindre la possibilité d'avoir des voix modérées s'élever. Mais sur le plan européen, il ne faut pas oublier que là, on a l'extrême droite
et aussi face à des obstacles. Il n'y a pas que eux. Ils devront faire aussi, les débats devront être faits devant des parlementaires aussi plus modérés. Il y a des partis de gauche qui ont gagné en Slovaquie, par exemple. En Espagne. En Espagne. Même si l'Espagne aussi, ils ont Vox, il y a eu un certain... Voilà, ça a été juste. Donc... la politique européenne, je ne pense pas qu'elle va être définie dans ce mandat. Et c'est ça qui va être aussi complexe, en fait, pour l'Europe et qui va certainement l'amener à s'affaiblir. Parce qu'il y aura pendant un mandat de 5 ans cette incapacité de présenter une politique cohérente et de ne pas se prendre les pieds dans le tapis pour pouvoir justement faire face à ces crises. Et parler d'une voix unie, du coup. Exactement. Possible, hein. Une voix unie face aux crises qui existent quand même. Ok, très bien, on est passé le moment Covid, mais il y a quand même les répercussions, le après-Covid. On a aujourd'hui le danger climatique. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Très bien, on ne veut pas d'une politique agricole qui s'impose à nous, on veut pouvoir faire en sorte que les agriculteurs puissent aussi travailler de manière rationnelle. Mais alors on fait quoi? On fait comment pour assurer cette forme de sécurité alimentaire au niveau de l'Union européenne? Comment on fait aussi pour stabiliser nos relations avec les partenaires externes où il y a aussi une forme de dépendance, il faut le dire. Donc là, le malheur de ce débat, si on pourrait dire, c'est que ce vote exprime une vision très étroite de la politique européenne. Il ne s'agissait pas d'élections françaises, comme il ne s'agit pas d'élections nationales. Il s'agissait d'élections européennes. Donc normalement, même si on est contre l'immigration, même si on est pour le capitalisme ou contre le libéralisme, enfin, peu importe, normalement, le débat aurait dû être porté à un niveau européen. Et c'est là où, justement, les partis qui doivent nous représenter et qui devaient, justement, orienter ce débat ont échoué et sont rentrés dans le piège des polarisations, ce qui fait qu'aujourd'hui, soit on a voté pour quelqu'un, soit on a voté contre quelqu'un. Et ça a été justement, je pense, le défaut et le gros problème de cette élection. Vous l'avez dit, il y a plusieurs sujets importants dont il faut aujourd'hui discuter. En tout cas, l'Europe doit discuter de ces sujets d'une voix unie. Et justement, quels seraient, M. Aliwa, les axes prioritaires, en tout cas, ou les thématiques prioritaires qui vont être traitées aujourd'hui dans ce Parlement un peu divisé, on va dire? Excuse-moi de botter en touche, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de vraiment où ça va venir. Ce que je sais, c'est que, et je suis d'accord avec ma collègue Leila Fatahi là-dessus, c'est que le Parlement va être polarisé. En fait, on est face à des fractures très profondes sur des sujets de fond. Des sujets de fond en politique étrangère. Il y a ceux qui sont 100% pro-ukrainiens et qui veulent une défense européenne et ceux qui sont plutôt, s'ils ne sont pas pro-russes, ils estiment que l'OTAN a exagéré vis-à-vis de la Russie, notamment le Rassemblement national, qui d'ailleurs a touché des sous aussi de banques russes. Hein. Donc, ils sont pas. Russie qui a attaqué de manière, on va dire, soft, à travers des cyberattaques, à travers des déstabilisations, les intérêts de plusieurs pays européens, dont la France, notamment sur notre continent. Donc, c'est bizarre d'avoir un parti qui arrive en tête, qui se dit Rassemblement national, alors que son pays a été attaqué par la Russie et qui a été financé par ce même pays. Donc, on a des fractures très fortes. On a parlé, enfin, ma collègue a parlé de la question écologique ou de la question de l'agriculture. C'est lié malgré tout, même si c'est l'industrie qui est la plus pollueuse, mais l'industrie agroalimentaire est très pollueuse. Et de toute façon, on ne pourra pas continuer comme ça, on le sait. Dans beaucoup de pays du sud méditerranéen, les problèmes en eau, en Espagne, dans le sud français, les problèmes en eau sont immenses. Ce n'est que le début. Alors nous, on le regarde depuis le Maroc, on se dit « Ah, ils en ont encore, c'est vrai », mais comme ils ne sont pas habitués, ça va leur faire bizarre lorsqu'il va y avoir des déserts qui vont se mettre en place, ou ne serait-ce que par rapport à la culture française de vignes. Et là-dessus, les gens ne sont pas d'accord. Ce qu'on vient de voir, c'est que ceux qu'on appelle les centristes libéraux ont reculé, et les écologistes ont reculé. C'est eux qui ont reculé. La gauche a un tout petit peu reculé, et la gauche radicale, je crois qu'ils perdent 2 sièges. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que c'est essentiellement ceux qui portent des débats, on va dire,
un peu plus démocratiques, un peu plus centristes, ou alors des débats un peu plus basés sur l'écologie, qui ont été le plus touchés. Ça veut dire qu'on va, ceux qui sont prêts finalement à faire des concessions, à discuter. Ceux qui veulent aller au combat pour porter des idéaux, qui peut-être avec lesquels il n'y a pas de jugement de valeur, même si les idéaux de haine, ça là-dessus, il doit y avoir un jugement de valeur, mais sur d'autres aspects, qu'on veut être nationaliste ou qu'on veut défendre une répartition des richesses en taxant le capital, etc., c'est tout à fait légitime. Mais la question, c'est que c'est tellement polarisé que je ne sais pas du tout quels seront les débats qui vont venir. On peut les imaginer, mais je ne vois pas comment on aura un Parlement européen. Finalement, la Commission européenne continuera à faire, par ce système un peu censitaire, indirect, continuera à faire son travail comme elle le fait. Les nations européennes, les géants des États membres, on va les appeler comme ça, les puissances économiques et militaires, continueront à faire leur job. Finalement, ça ne va pas changer grand-chose, mais ça va alimenter, comme l'a bien précisé ma collègue, des débats sans fin sur des sujets qui sont en fait essentiels. Non, qui ne seront pas traités. C'est ça ce seront des faux débats. Voilà, l'immigration, par exemple, c'est pas vraiment un sujet. La question qui est de la liberté de circulation dans un monde globalisé, c'est pas un sujet. La question de savoir si des gens peuvent rentrer ou pas, il n'y avait pas de visa en Europe jusque dans les années 92. Ce que je veux dire, c'est que les sujets de fond qui doivent être traités ne le seront pas. En tout cas, la manière dont on va les aborder, ça sera complètement grotesque. On en voit des ersatz sur les chaînes télévisées et les débats de fond seront mis de côté. Des débats de fond mis de côté. Là, on va se concentrer avec vous, Monsieur Aboud, particulièrement sur cette France que vous avez dit tout à l'heure, une France aujourd'hui fracturée, une France qui a été particulièrement, en tout cas, impactée par ce vote européen avec cette annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi ce choix drastique, oui, on va dire, Monsieur le Président, du président français? Alors, on ne sait pas réellement quelles sont les intentions, mais ce n'est pas la première fois, Pourquoi évidemment. avoir lié ces deux éléments de cette manière? Voilà. Je pense que c'est une tactique électorale, parce qu'il reste là jusqu'en 2027. Mais, donc, il aura encore des années pour gouverner. Il a besoin de clarifier la situation par rapport à des opposants qui deviendront peut-être des alliés, entre guillemets, conjoncturels par cohabitation, nécessairement. Mais ce n'est pas la première fois. Déjà, vous savez, quand on remonte à l'histoire politique française, du temps du général de Gaulle, mais à l'époque, c'était la question du référendum sur la Ve République, la Constitution de 1958, qui d'ailleurs, dans son article 12, permet cette possibilité, la dissolution de l'Assemblée nationale par décret présidentiel. À l'époque, il y avait un certain Pompidou, même Mitterrand à 2 reprises, 81, première année de son investiture, et je pense 87 aussi. Chirac, on l'a dit également, qui était un peu forcé à le faire, la dissolution. Bon, c'est une mesure qui est impopulaire a priori. Certains ont été un peu choqués par d'abord la promptitude, la rapidité, mais d'autres, comme Bayrou par exemple, c'est un ami relativement fidèle, je dirais à M. Macron, qui a salué cette mesure. Moi, je crois que finalement, on peut établir le parallèle avec Pedro Sanchez. Je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi. Il y a quelque temps, quand Vox, comme on dit en espagnol, avec le Parti populaire, le Partido Popular, avait remporté les élections locales régionales, il a décidé d'anticiper les élections législatives. Et finalement, il a bien vu, pourquoi ? Parce que dans l'ambiance, parce qu'il avait un bilan positif, il a plus ou moins convaincu des électeurs qui, à un moment donné, étaient indécis, à se rallier et à barrer la route à cette extrême droite. Je dis bien l'extrême droite par rapport à Vox, non pas par rapport au Parti populaire, qui est chrétien, qui est, etc., historique, catholique. C'est le même scénario aujourd'hui qui se répète à peu près Alors, les calculs, maintenant, moi j'ai commencé mes propos en rappelant qu'il s'agit toujours d'aléas et d'impondérables, mais la probabilité est que peut-être la tendance va se confirmer durant les prochaines élections et du 30 juin et du 7 juillet. Donc, ceci dit, on aura peut-être à vivre une cohabitation un peu difficile, ce qui va probablement, encore une fois, baliser le terrain au Rassemblement national avec d'autres alliés pour peut-être empiler pour un mandat en 2027, cette fois-ci présidentiel. Si je peux me permettre, moi j'ai une autre lecture de ça, parce que justement, effectivement, c'est un événement rare, ça n'a pas été fait beaucoup de fois. En général, ça tourne mal pour le président qui le fait, parce que ce n'est pas le résultat qu'il a eu, même Chirac. Quand il avait une bonne majorité, au final, il a dû faire la cohabitation avec Jospin. Et là, en l'occurrence, Macron, il n'a qu'une majorité relative.
il ne bénéficie pas d'une majorité absolue. Donc pour lui, c'est vraiment, enfin moi, comment je l'ai lu, c'est plus en termes d'un acte désespéré d'essayer de se racheter en disant, ben voilà, attention, vous avez le spectre de l'extrême droite, ou sinon c'est moi. Et d'une manière stratégique, Macron, il a toujours fait ça. Il a toujours bâti sa légitimité politique comme étant cet arc républicain qui fait face aux extrémismes montants. Donc c'est ça qu'il fait en fait. Et là, c'est pour ça que c'est assez frustrant quand on rentre dans la politique française de voir ce qui se passe, parce que c'est qu'on a en fait on a eu un terrain qui a été balisé pour permettre justement cette montée de l'extrême droite, pour y voir une opportunité. Parce que ça a été une opportunité pour Macron. Parce qu'il s'est toujours dit, tiens, de toute façon, s'il y a l'extrême droite qui arrive, je serai la seule alternative. Et donc là, pour lui, cette dissolution et la manière dont il l'a prise de manière très abrupte, ça a étonné tout le monde. Hier, on était tous vraiment étonnés. C'est vraiment, pour lui, il reprend en fait les mêmes tactiques qui ont marché avant, puisque de toute façon, là même après 2027, il n'a pas vraiment de programme, il n'a pas vraiment eu un bilan qui a été si positif que ça. Au contraire, il a rassemblé tous les problèmes, toutes les crises en sa figure. Donc maintenant, sa seule légitimité, ce serait justement d'être ce barrage au Front National. Et donc, ça expliquerait peut-être pourquoi est-ce qu'il a nommé un Premier ministre comme Gabriel Attal de manière aussi, pareil, des circonstances assez surprenantes et sans vraiment une légitimité politique. C'était pas une figure il était à peine ministre de l'Éducation quelques mois pour ensuite devenir Premier ministre. La légitimité politique, elle n'était pas vraiment là. Donc là, on voit vraiment la stratégie Macron se dessiner à travers ses mandats. Et donc, la vraie question pour les Français qui votent, ceux qui votent, ou ceux qui ne votent pas aussi, ça va être de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative à voir dans cette alternative-là? Que Macron. De Macron face à Bardella. Est-ce qu'on peut, ou de Macron face à Le Pen. Est-ce qu'on ne peut pas voir aussi une autre alternative, peut-être avec la NUPES, peut-être s'ils arrivent à se coordonner, peut-être avec la LFI, si aussi ils arrivent à porter un discours qui soit plus généralisé. Donc là, vraiment, c'est le moment pour une gauche française de se démarquer et de jouer un rôle. Et de s'unir aussi. Et de s'unir. Et c'est là où aussi de ne pas faire l'erreur des partis modérés, qui est de rester dans la modération, de ne pas prendre position. Quand on fait de la politique, il est nécessaire de prendre position. On doit savoir pour qui on vote, pour qui on ne veut pas voter, pour justement peut-être aussi motiver ce plus gros parti de France, qui sont les abstentionnistes. Et cette fois-ci, le taux de vote, en tout cas, était beaucoup plus important que... Plus important, mais bon, on n'est pas encore... on a une majorité silencieuse. Voilà. On maintient la majorité silencieuse. On n'est pas encore vraiment à une démocratie représentative digne de ce nom. C'est pas beaucoup, oui. Du coup, on a donc une stratégie d'Emmanuel Macron qui repose aujourd'hui sur un acte de désespoir, on peut dire, en tout cas, ou une stratégie du chaos. De dernier recours. Il joue dans le chaos, en fait. Voilà. Il joue dans le chaos en se disant, au pire, de toute façon... Il n'y aura pas pire. Moi j'ai encore une autre interprétation. Allez-y. Mais elle n'est pas antinomique, en fait. Elle est complémentaire. Il ne faut pas oublier que la France n'est pas un vrai régime parlementaire. Oui, c'est un régime présidentiel. Bien sûr. Ouais. Clairement, enfin la Ve République. Bien sûr. Et la Ve République, c'est aussi l'aveu d'échec de la 4e qui n'a pas réussi à mettre en place un système parlementaire qui fonctionne. Parce qu'on a aussi en France une histoire des partis politiques qui n'arrivent pas à être suffisamment puissants pour pouvoir avoir une majorité confortable pour régner. Et on n'a pas non plus l'habitude en France, comme par exemple dans certains pays scandinaves, ou plus précisément en Hollande, qui n'est pas un pays scandinave, mais par exemple aux Pays-Bas, où on a cette culture du consensus, etc. Donc, comme on n'a pas un parti qui peut prendre la majorité des sièges, ou en tout cas qui arrive tellement en tête qu'il suffit de quelques petits partis pour régner, et comme même au sein d'un parti, c'est ce qu'on voit avec la gauche française, même au sein d'un parti, il y a des tendances. Donc même au Parti socialiste français, il y avait des tendances, mais c'était le cas à ce qu'on appelait à l'époque le RPR, puisque vous faisiez appel à Jacques Chirac. Mais donc c'était des tendances. RPR, oui. Donc il y avait les gaullistes sociaux, il y avait je ne sais plus quoi, j'ai un peu oublié tout ça. Et donc et on connaissait ces figures-là, et donc on avait des figures politiques qui représentaient ces tendances au sein d'un parti. Et à la fin, en principe, ils étaient plus ou moins disciplinés, chose qui n'était jamais, puisque même dans l'histoire du vote
l'époque de Mitterrand, on a vu qu'à l'époque, l'UDF et le RPR se détestaient tellement que le RPR et le parti de Jacques Chirac de l'époque appelaient à voter Mitterrand juste par haine, par son ami, son meilleur allié. Donc voilà, des tactiques politiques. Donc la France est difficilement gouvernable dans le cas actuel, par les partis. Et donc c'est en fait une mainmise de l'exécutif. Parce qu'on pourrait dire oui, mais l'exécutif vient aussi du Parlement qui donne la légitimité au gouvernement. Non, c'est le président qui choisit son gouvernement. Et donc, comme on ne sait pas exactement, alors il y a des règles, hein, bien sûr, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Bon, déjà, la moitié seulement des Français ont voté. Donc déjà, là, ce ne sera pas le cas. Là, on va retrouver du 80%. En principe, peut-être moins, mais il devrait y avoir réaction. Voilà, on va pas être avec du 50,5% de participation. On va se rapprocher, on va être entre les 70 et les 80%, peut-être même plus. Hein. Comme au présidentiel, ça peut monter même plus. On ne sait pas. Donc déjà, on va avoir une autre coloration politique, et c'est à 2 tours. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas un seul tour. 30, voilà, il y a un autre système. Il faut avoir un certain nombre de seuils pour pouvoir être au deuxième tour. Et donc, au deuxième tour, il va y avoir des votes, soit d'adhésion, soit de rejet, en disant « je vote pour lui parce que je ne veux surtout pas celui-là ». Et donc, on ne sait pas trop ce que ça va donner déjà. Ce qui est sûr, c'est que l'exécutif en sort grandi. Même s'il a le chaos dans l'hémicycle, mais c'est déjà… Enfin, le chaos, c'est un grand mot, mais… C'est déjà difficilement… Voilà, c'est-à-dire que si on regarde le dernier quinquennat, les 2 ans qui sont passés, c'est que à base de 49.3 ou à base de… On n'arrive pas L'exécutif n'arrive pas à avoir des lois qui sont votées de manière clean, simple, unanime. Il y en a eu quelques-unes quand même, il ne faut pas exagérer. J'exagère, hein, je caricature parce que sinon je ne parlerai pas en 3 heures, mais il y a eu beaucoup de difficultés. Donc finalement, pour Macron, c'est une position de surplomb, de président, dans une situation de souverain, carrément, qui va jusqu'en 2027 régner sur la France. Peu importe l'hémicycle, ça sera l'exécutif qui aura le dernier mot. Et comme ça ne marchera pas, de toute façon, l'essentiel des réformes qu'il voulait faire passer sont passées. Et il n'y aura aucun risque sous son mandat, qu'on lui casse les réformes qui sont passées. Donc finalement… Et puis d'ailleurs, en fait, ce qui est assez perturbant, faut le dire, c'est la manière rapide avec laquelle il est prêt à se débarrasser de sa majorité, de ses ministres. Et justement, quel risque politique pour Emmanuel Macron, pour son gouvernement et pour sa majorité aujourd'hui ? Ah, mais aujourd'hui, tous les ministres, tous les députés sont destitués. Donc voilà, pour lui, il a jeté les bouées, le navire est un peu plus léger, donc il se dit, bon, je ne vais pas gayer tout seul, mais au moins je vais y arriver. Et justement, c'est là où ça montre en fait quel homme politique, quel animal politique Macron est. C'est quelqu'un, même si vous vous alliez avec lui, il peut vous lâcher dès lors que l'intérêt, il ne trouve plus d'intérêt. Parce que si en Belgique, c'est le Premier ministre qui est sorti face à la défaite, je l'ai vu juste tout à l'heure, il a décidé de quitter son poste. Mais il n'a pas demandé justement à ce que des élections, ou bien il n'a pas essayé de porter la faute politique de l'absence de programmes qui auraient été suffisamment rassurants pour pouvoir être portés au niveau de l'Union européenne sur ses collaborateurs. Et donc c'est là où ça montre justement aussi qu'est-ce qui se cache derrière Macron et qu'est-ce qui se cacherait derrière un après Macron. Il est prêt à ouvrir la voie à n'importe quel groupe politique dès lors qu'il va rester au pouvoir. Et ça, justement, ça donne écho à d'autres discours de l'extrême pour la France, où on se dit, finalement, la France, elle est plus dirigée par la légitimité populaire. Elle est dirigée maintenant par d'autres acteurs et sacralisée autour de la figure du président. Donc c'est là où en fait, dans cette décision-là, qui a été prise de manière abrupte, auquel on ne nous a pas préparé, il n'y a pas eu d'information, si jamais je perds, je vais dissoudre l'Assemblée nationale, il y a aussi en fait cette idée qu'il gouverne seul. Et ça, en fait, ça a été le gros défaut de l'Union européenne. C'est justement, on se disait que Von der Leyen gouverne seul et nous impose ses règles. Et donc, là aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que le parti vainqueur, c'est quand même un parti qui n'est pas vraiment présent au niveau de l'Union européenne. Donc là encore, la grosse question, c'est OK, donc s'ils gagnent, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bardella, il n'était pas vraiment présent, il n'y a pas eu réellement d'amendements qui ont été déposés, même s'ils sont pour un projet politique. Donc, quel va être leur projet politique ? Est-ce que ça va être un effacement de la France ?
Macron vient d'annoncer, il a annoncé il y a quelques mois qu'il était prêt à intervenir en Ukraine. On en est où par rapport à ça? Et il ne faut pas oublier que les groupes d'extrêmes, ils ne doivent pas oublier qu'ils ne parlent pas juste à leurs supporters. Ils parlent en fait à toute la France. Donc là, ça va être pour la première fois aussi pour des partis d'extrême droite de porter un message politique, si jamais la dissolution tourne de leur côté, un message politique auquel toute la France entière adhère. Parce que sinon, on va retrouver d'autres crises. On l'a vu, aujourd'hui, il y a des crises très importantes. On n'en discute pas beaucoup, certes, mais la Nouvelle-Calédonie, on en est où par rapport à ça? Et la Nouvelle-Calédonie face à l'Union européenne, si la France n'est même pas capable de gérer la Nouvelle-Calédonie et de faire une politique cohérente là-bas, comment est-ce qu'ils vont pouvoir gérer une politique étrangère cohérente? Moi, la vraie question qui me pose aujourd'hui, ici, de mon siège à Rabat, c'est de me dire comment moi, en tant qu'acteur marocain, je peux maintenir une relation stable avec un acteur qui, aujourd'hui, est en train de danser. En fait, on ne comprend pas trop le rythme sur lequel il danse. Donc, il va falloir qu'il fasse vite parce que le Maroc, lui aussi, s'était très clairement positionné. On a des attentes. On veut que la France, l'Union européenne, les pays européens se positionnent très clairement sur certains dossiers. Il n'y aura pas de place ou si jamais ils créent cette place, eh bien, ça va être à leur détriment, des pays européens, effectivement. Une position donc claire de la France, comme vient de le dire Madame Fathi. Monsieur Abou-Dahab, si on devait parler de ces législatives anticipées du 30 juin donc, et du 7 juillet, il nous reste à peu près 5 minutes, donc ça sera un petit peu un tour de table pour voir un petit peu quels sont les scénarios possibles par rapport à ce scrutin et puis quelles seraient les implications si c'était le Rassemblement national qui se voyait vainqueur. Ça va chambouler déjà l'agenda établi avec les visites successives des responsables ministériels et normalement Gabriel Attal s'apprêtait également à visiter le Maroc et à réactiver la commission mixte entre le Maroc et la France à la lumière du réchauffement à la suite de la dissipation d'un certain nombre de malentendus, l'essentiel de toutes les manières. Et puis finalement, on s'attendait à ce que M. Macron puisse aussi visiter le Maroc, selon aussi l'agenda royal. Maintenant, tout est chamboulé. Je ne pense pas qu'on puisse aller dans ce sens-là, quand bien même en politique publique, on parle du path dependence, c'est-à-dire la dépendance au sentier emprunté, quelles que soient les couleurs politiques, le fond reste, mais il faut du temps. Donc finalement, le Maroc suit avec intérêt, certes, non seulement par rapport à la situation politique en France. Évidemment, vous savez, il n'y a pas de règle fondamentale, mais lorsque la droite, par exemple, est aux commandes en France, en général, il y a de bonnes relations avec le Maroc. Valéry Giscard d'Estaing, les années 70, c'est un homme de droite, et finalement, il y avait de très bonnes relations. Mais c'était fait le roi Hassan II, avec toute sa légitimité, son charisme, etc. Bref, maintenant, c'est au niveau européen qu'il me semble aujourd'hui, il faudra s'intéresser. Pourquoi ? Parce que nous attendons d'abord déjà une décision qui devrait tomber de la Cour de justice de l'Union européenne incessamment, et puis finalement, c'est le Parlement. Même si la décision est favorable pour faire reconduire les accords sectoriels, par exemple sur la libéralisation des produits agricoles, sur la pêche, je parle du protocole de renouvellement, il faut que le Parlement donne son feu vert. Maintenant, il faut analyser de façon détaillée les configurations en place, sachant bien que ceux qui ont mis les bâtons dans les roues précédemment, après la nouvelle mouture issue des élections de 2019, c'est le parti de Macron. C'était la Renaissance. Plus de 80. Et d'ailleurs, je rappelle qu'en juin 2022, il y a eu une crise migratoire, les mineurs qui ont essayé d'escalader les frontières factices d'ailleurs entre le Maroc et, je pense, Melilla ou Ceuta. Finalement, le Parlement s'est saisi de la question. Ipso facto, il a condamné le Maroc au regard de la Convention sur la protection des droits de l'enfant. Donc, on peut dire aujourd'hui que ce qui se passe en France, au niveau de l'Union européenne, le Parlement en particulier, nous intéresse et nous devrons évidemment s'attendre à des changements, on va dire, sur le plan peut-être qualitatif, sur la manière, au niveau opératoire, comment le Maroc allait défendre mordicus ses intérêts, les protéger, non seulement par rapport à l'économie, nous avons aussi des questions très fondamentales, et à l'approche même des Jeux Olympiques français, et on sait très bien que le Maroc est très impliqué en matière de gestion sécuritaire, donc c'est très compliqué. On doit s'attendre donc à des changements futurs qui arrivent. Madame Fathi, un dernier mot. Le dernier mot, ça va être, donc si jamais c'est le HN qui est porté
au niveau de l'Assemblée générale, ça va être un gros vide politique. Le RN est très bon pour gérer des petites questions locales, mais en vase clos. Donc, ils ne pensent pas à leurs voisins. Maintenant, ça va être un vide politique par rapport à des dossiers sur lesquels on est réellement attendu. Donc, il va y avoir tout un langage du RN qui devra être développé pour justement pouvoir être entendu. Effectivement, nous, aujourd'hui, nous avons des attentes. Il y avait des positions qui étaient très clairement affirmées. Et je dirais même, par rapport même, si vous avez dit que la droite, en général, avec la droite, ça se passe bien, il ne faut pas oublier qu'il y a une très forte diaspora marocaine. Bien sûr. Elle n'a pas encore été activée politiquement au Maroc. Donc, là aussi, peut-être le moment où elle sera activée politiquement, parce que ça aussi, c'est un projet national, eh bien, il y aura cette possibilité de se dire « Ah, mais en fait, finalement, il va falloir aussi compter avec notre diaspora et peut-être arrêter avec certaines lois qui ne leur font pas vraiment plaisir. » Donc, c'est là où aussi, il y a une opportunité pour nous, non seulement de renégocier certains accords avec cet nouvel acteur qui représente, à mon sens, un vide politique, sur le plan économique, sur le plan de la mobilité, mais aussi sur le plan des droits, sur le plan aussi de la manière dont certains droits doivent être exportés et appliqués en son sein, parce que c'est bien beau de dire, voilà, les droits doivent être appliqués à l'extérieur, mais c'est une autre affaire de se dire, il faut l'appliquer à l'intérieur. Pardon. On va donner l'occasion à M. Aliouad, en moins d'une vingtaine de secondes, de dire un dernier mot. Je dois rappeler déjà que l'extrême droite n'a pas gagné les élections européennes, donc déjà ça c'est important. Donc on en parle beaucoup parce que c'est un acteur aujourd'hui qui compte, et il faut se méfier de l'avenir, mais ils n'ont pas gagné et je ne les vois pas gagner les élections à venir législatives qui se jouent en 2 tours. Je pense qu'il y aura un front et je pense qu'on va être face à une situation ingérable où le Parlement, enfin l'Assemblée nationale française n'aura pas de majorité claire qui va se dégager. Donc ce sera des embroglios et ça permettra finalement à ce président qui est un président en toute puissance de continuer à exister de cette façon-là. Donc que ce soit pour la visite d'État, je pense que ça la chamboulera pas, enfin, sauf si lui décide que ça la chamboule, mais Macron continuera à faire ce qu'il a envie de faire. C'est un peu ce qu'il fait d'ailleurs depuis qu'il est au pouvoir et il se préoccupera peu finalement et de son Assemblée nationale et des forces vives de la nation française. En tout cas, on découvrira dans les prochaines semaines. Merci à vous, Mehdi Aliouad. Je rappelle que vous êtes sociologue et doyen de l'Institut d'études politiques à l'UIR de Rabat. Merci à vous, Leïla Fethi. Vous êtes professeur de droit à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Et puis, Monsieur Abou Dahab, qui est donc professeur de relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir tous avec nous. C'est la fin de Questions d'actu pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.